Nous sommes le vendredi 25 décembre, bienvenue dans le 4e épisode de La Chute, votre série consacrée au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Dans 26 jours, Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Au programme, un invité spécial, un format long, Trump, Biden, Clinton, Sanders, le Parti républicain, 2016, 2020, 2022, 2024, les experts français, les trolls et les théories de la conspiration. Attachez vos ceintures, la chute, c'est maintenant. Cet épisode 4 n'est pas comme les autres, c'est le cadeau de Noël de la chute, une conversation détendue et sans détour avec Jean-Éric Brana. Vous avez sûrement croisé Jean-Éric sur les réseaux sociaux où depuis des années il décrypte la politique américaine avec pédagogie. La même démarche habite chacune de ses interventions médiatiques. Jean-Éric publie aussi, dans une passionnante biographie sur Joe Biden que je vous recommande vivement. Aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec lui, de croiser nos analyses alors que nous assistons à un moment unique dans l'histoire des États-Unis. J'espère que cette conversation et ce nouveau format vous passionnera autant que moi. 3, 2, 1, c'est parti. D'abord, je tiens à te remercier de participer à cette édition spéciale de La Chute. Nous sommes... Alors, avec grand plaisir, William. Ah ben, très bien, c'est un plaisir partagé. Tu sais que je te suis et je te lis tous les jours et ça m'arrive très souvent de mettre en avant tes messages. Je trouve que tu as une voix assez unique dans l'expertise des États-Unis en étant en tant que Français. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. Donc voilà, donc je suis vraiment très content de t'avoir aujourd'hui, surtout que nous sommes en train de vivre une période complètement folle. Donc la première question est simple, c'est comment vas-tu? Est-ce que tu pensais que nous serions toujours en train de discuter, on est à la fin du mois de décembre, toujours en train de discuter de la présidence américaine, en se demandant, ok, qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours? Est-ce que tu pensais que nous arrivions là? Oui, oui, bien sûr, je le pensais pour une raison assez simple, c'est que pendant la campagne, on n'a parlé que de Trump. Et sa force, c'est d'arriver à monopoliser complètement l'attention, ce qu'il avait fait en 2016, ne l'oublions pas. C'est comme ça qu'il a été élu, en ayant une couverture médiatique hors du commun, et la responsabilité de tous les observateurs de la presse à cet égard était indéniable. Et il a recommencé dans cette élection en phagocytant complètement l'élection, puisque alors qu'on aurait pu présenter le programme de Biden et la personnalité de Biden, personne ne l'a fait. À tel point qu'une fois que Biden est élu, c'est une grande surprise et on en revient avec ce que nous disait Donald Trump, mais enfin, c'est quelqu'un qui était Sleepy Joe, comment est-ce qu'il peut être élu alors que c'était le pire des candidats? Bien entendu, ce n'était pas le reflet de la réalité et cela surprend la plupart des gens qui découvrent cette nouvelle. Ouais, justement, je voulais qu'on parle un petit peu de Joe Biden parce que tu as publié en octobre dernier, si je me souviens bien, une biographie, Joe Biden au Nouveau Monde Édition. Et donc tu as publié ça en octobre, tu l'as écrit quelques mois avant ça. Est-ce qu'au moment où décides d'écrire ce livre, est-ce que Biden s'est déjà imposé dans les primaires démocrates? Non, non, pas du tout. Biden est même donné largement battu dans les primaires démocrates, mais j'avais déjà écrit un premier livre sur la victoire annoncée, en tout cas moi je le voyais comme annoncée, de Joe Biden encore un an auparavant, qui s'appelait le troisième mandat de Barack Obama, Mhm. mais parce que c'était quasiment inéluctable quand on regarde le jeu politique américain au cours des 4 dernières années. On avait eu un Donald Trump qui avait fait un coup politique absolument extraordinaire, qui avait ouvert une nouvelle voie, en tout cas la voie de la possibilité, qui laissait présager que dans le camp démocrate, il y aurait énormément de candidats. Et cette pluralité de candidats donnait donc une vraie chance à ceux qui avaient déjà une notoriété américaine, puisque toi, William, tu le sais bien, aux États-Unis, pour être élu, il faut déjà avoir cette notoriété forte qui permet de sortir bien au-delà de son propre État, dans l'ensemble des États Bien sûr. américains. Et il n'était en réalité que 3 sur la scène nationale à avoir cette notoriété, à savoir Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Joe Biden, à cause de leur longévité en politique, ce qui fait que sur les 3, on pouvait présumer, et c'était en tout cas mon analyse et mon postulat de départ, que seul Joe Biden pouvait s'en sortir, puisqu'il était au centre,
et que les États-Unis votent toujours au centre, les démocrates compris, bien entendu, quoi qu'on puisse lire le plus souvent dans la presse d'opinion ou politique, ça reste quand même un pays très centriste. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, très souvent dans les remarques, je constate, entre autres sur Twitter, un décalage lorsque le public francophone, et quand je dis francophone, ce n'est pas que le public français, c'est aussi québécois qui met en avant des points de programme de Sanders ou de AOC aujourd'hui, en pensant qu'ils vont jouer un rôle extrêmement important dans l'avenir du Parti démocrate, certes dans la formation des idées, des programmes, mais malheureusement ou heureusement, ça c'est chacun peut en juger, la réalité c'est que les États-Unis ne sont pas prêts et ne seront à mon avis jamais prêts à sauter le pas et choisir un candidat assez radical. Et de toute façon, le résultat de Trump en 2020 a aussi prouvé ça, où il a fait sa campagne sur la peur du socialisme et la peur du méchant gauchiste, et ça a marché. Oui, oui. La force des progressistes, il faut quand même le dire, c'est qu'ils représentent aujourd'hui environ 25% du Parti démocrate. C'est que cette frange-là est suffisamment importante pour empêcher la réalisation de tout programme, si jamais ils voulaient le faire, donc d'arriver à teinter les programmes des modérés. C'est ce qui va se passer avec Biden, de leurs propres idées. Par exemple, le doublement du salaire minimum au niveau fédéral va se faire. L'effacement de la dette des étudiants jusqu'à 10 000 dollars va se faire. Il y a ainsi des points de programme qui vont être poussés par les progressistes très rapidement d'ailleurs. La priorité sur l'environnement, par exemple, qui est très très forte dans les premières nominations, on voit, et dans l'orientation de Joe Biden, et d'inspiration des progressistes, ou la protection des territoires avec l'arrivée de Deb Haaland et la fin, par exemple, des forages sur des terres fédérales. Tout cela, ce sont des points très importants que les progressistes voulaient mettre en avant. Mais ça va quand même, je partage cette analyse, William, s'arrêter là. Sur le plan électoral, c'est encore un peu court. Alors, tu viens de dire un truc qui est vraiment intéressant quand tu parlais de Biden, et ça me fait remonter à 2016. C'est lorsque tu dis que pour s'imposer dans les primaires démocrates, il faut avoir une popularité sur le plan national. Donc il y en avait trois, il y avait Warren, Sanders et Biden. Et je suis absolument d'accord avec toi, et pour moi ça a été la force et la faiblesse de Hillary Clinton en 2016, et c'est là que Trump aussi a pu capitaliser sur ça. C'est que certes Hillary était connue dans tout le pays, mais son image négative était extrêmement importante. Et pour moi, ça a été l'erreur des démocrates en 2016, ça a été de mettre en avant un candidat où il y avait des opinions extrêmement arrêtées, et ce n'est pas une campagne de quelques mois qui allait changer ça. Donc il y avait d'un côté des opinions extrêmement positives, on les connaît, mais aussi des opinions extrêmement négatives sur sa personnalité, sur son histoire, sur celle de son mari, sur déjà toutes ces rumeurs, ces théories de la conspiration, ces assassinats, etc., qu'on lui prêtait, qui étaient là. Et Trump en a joué en 2016, je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord, avec une très très forte habilité. Je crois que Trump sait jouer de toutes les faiblesses de ses adversaires. C'est ce qu'il voit en premier. Il aperçoit les aspérités et il sait foncer dessus et les détruire. J'ajouterai un élément quand même à propos d'Hillary Clinton, c'est la faute technique de sa campagne qui a été double. D'abord, c'est de ne pas avoir agi sur les superdélégués en amont, ce qui a été un argument très très fort pour Bernie Sanders pour montrer qu'il n'était pas à égalité dans ce jeu, et donc d'attirer à lui en particulier tous les jeunes qui aujourd'hui ne sont pas forcément empreints de politique, qui ne sont pas dans un camp de façon fixe, mais qui en revanche veulent de l'équité, qui veulent qu'il y ait une justice même dans ce domaine-là et que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde. Et le deuxième point, c'est l'erreur d'Hillary Clinton d'avoir voulu corriger son image à tout prix. Elle s'est lancée dans une campagne de proximité. J'ai eu, pour ma part, l'occasion d'assister à plusieurs de ces meetings où il n'y avait pas plus de 100 à 150 personnes dans une salle, alors qu'en même temps, Donald Trump remplissait des salles à 30 000, et ça donnait une image totalement décalée à la télévision américaine, où on voyait quelqu'un qui avait l'air
de réunir tout le pays, alors que l'autre avait l'air complètement en déconnexion avec le pays. Donc c'était vraiment, vraiment une grosse erreur d'Hillary Clinton sur le plan stratégique, là, du coup, de campagne. Et ça a participé aussi à sa chute et à cette descente aux enfers qui a fait que le pays a fini par la rejeter. Oui, et d'ailleurs, ce que tu viens de dire sur sur ces meetings de campagne qui ressemblaient d'un côté, moi j'ai pu assister à un des meetings de Trump à Vegas au moment des primaires, avant qu'il soit le candidat, et c'était déjà spectaculaire. Ça ressemblait plus à un concert de rock qu'un meeting politique classique, avec des vrais fans enthousiastes qui étaient là, avec déjà des débordements, et il faut le reconnaître, il y avait un côté extrêmement malsain à la chose, mais il y avait un engouement populaire, ça se voyait, c'était évident. Et effectivement, il n'était pas là chez Clinton. Ils ont essayé de faire la même chose avec Biden tout au long de la campagne, surtout dans les derniers mois, lorsque Trump a fait son dernier push, où il faisait, je crois qu'il a fait jusqu'à 5 meetings par jour. Euh, Pourquoi cette fois-ci ça n'a pas marché? Euh, Tu veux dire que ça n'a pas marché chez Ça n'a pas Biden? marché. Pourquoi est-ce que ça n'a... Pourquoi ça n'a pas détruit l'image de Biden comme ça a porté préjudice à celle de Clinton? Alors, deux raisons, hein. La première, elle tient à la personnalité de Biden. Quand il est rentré en campagne, il a dit, vous savez, une très bonne nouvelle, c'est qu'on connaît tellement ma vie que Trump ne pourra rien trouver de nouveau. Et c'est vrai qu'il a déjà fait 2 campagnes présidentielles, c'est-à-dire que tout a été cherché sur lui. Et en plus, ce qu'on arrive à trouver de nouveau, c'est à chaque fois de la bienveillance, de l'empathie, de la gentillesse, une main tendue vers les autres. Et en réalité, ça renforce son image. Donc, il ne faut pas trop chercher. La fabrication qu'il a pu avoir autour de son fils, et ça touchait son fils, c'était à l'étranger, ça n'avait pas de prise sur les Américains. La deuxième, c'est le temps très particulier dans lequel nous nous trouvions avec la Covid. Et là, Biden a très bien compris qu'en se retirant de la scène et en laissant Trump tout seul au milieu, eh bien, il entraînait la chute de Trump, qui est en réalité son pire ennemi, qui finit par aller trop loin dans la rhétorique, dans la forme. Et finalement, c'est ce qu'il fallait faire. C'est d'autant plus fort que quand on connaît la carrière de Biden, on sait que cet homme-là a toujours fait des campagnes de terrain très actives pendant 50 Mhm. ans, et que le fait de se retirer cette fois-ci, ça apparaissait vraiment comme une stratégie, et Trump n'aurait pas dû tomber dedans, mais il était tellement persuadé que c'est lui qui avait la bonne méthode, qu'il a continué ce qu'il savait faire, et qu'il n'a pas changé sa façon de faire, et c'est là où on voit le résultat. Ça a permis de monter en termes d'électeurs, mais pas suffisamment, et finalement, c'est Biden qui a capitalisé le plus. Oui, plutôt tu disais qu'une des stratégies de Trump, c'était de s'accrocher aux aspérités d'un candidat, un petit peu, enfin, presque comme un parasite, si on veut, et à partir de là, de le détruire. On a vu en 2016 la manière dont il a détruit Clinton, mais avant ça, un par un, tous les candidats du parti républicain. Et là, je ne sais pas si tu partages cette analyse, mais moi, mon sentiment, c'est que je l'ai vu changer plusieurs fois de stratégie par rapport à Joe Biden et d'avoir une difficulté à trouver un angle d'attaque. On s'en est rendu compte, par exemple, au moment des débats où il a fait, à mon avis, Trump, une erreur de communication, mais qui m'a étonné. Pour moi, c'était la première fois que je me suis dit, OK, il est vraiment en difficulté. C'est lorsqu'il il a fait baisser les attentes sur Biden en jouant la carte que le gars était isolé, qu'il était trop âgé, qu'il allait radoter. Et d'un coup, les attentes sur la performance de Biden au moment du débat étaient tellement faibles que Biden ne pouvait que s'en sortir. Et ça, pour moi, ça a été une erreur de Trump. Et donc, tout le long, j'ai eu ce sentiment qu'il n'arrivait pas à trouver la manière dans laquelle il pouvait utiliser pour attaquer Biden. Tu es d'accord avec ça? Ah, je pense qu'il a eu 2 directeurs de campagne qui sont absolument pas à la hauteur, qui ont pensé que l'agressivité était la bonne stratégie, qui n'ont pas réfléchi avec leur tête, mais qui l'ont fait plutôt de façon réflexe. Et c'est vrai qu'avec Biden, il fallait agir autrement. D'abord, c'est vrai que le fait de le déprécier très fortement pendant la première partie, eh bien, l'attente était moins forte vis-à-vis de Biden, donc il ne pouvait que gagner. Et puis cette stratégie aussi pendant le premier débat, il faut le dire, d'empêcher Biden de parler, puisque Biden avait un programme, Trump n'en avait pas, c'était pas son choix, c'était le parti républicain, mais le résultat était là, il n'avait pas de programme. Ça faisait que ça donnait un côté rauqué
à Donald Trump qui a déplu aux Américains parce qu'à ce moment-là, l'attente était quand même sur quelle solution pour nos problèmes de la vie quotidienne, pour Bien le sûr. fait qu'on perd nos emplois, le fait qu'on n'ait pas de réponse pour la santé, le fait qu'on ne sache pas comment manger tous les jours, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants dans les jours qui viennent, que faire pour l'école. C'était ça les réponses qu'attendaient les gens dans la vie de tous les jours, parce que si nous sommes tous les deux des passionnés de la vie américaine, c'est loin d'être le cas de l'Américain moyen, et on attendait quand même des hommes d'État, et ce soir-là, on a vu un président en exercice quand même qui était très loin de son rôle, très loin de ce qu'on pouvait attendre de lui, et effectivement, ça a choqué beaucoup de monde, y compris parmi ses supporters, qui ont été vraiment touchés ce soir-là. Oui, et lorsqu'il a changé, il a changé de stratégie lors du troisième débat, vu qu'il il n'en a pas eu de deuxième. euh, un, c'était trop tard, et deux, quand on regarde simplement en chiffres d'audience télévision et de reprise sur les réseaux sociaux, tout s'est joué au niveau du premier débat, où vraiment les Américains attendaient ce moment-là, et il n'a pas été à la hauteur de ce moment-là, et je pense que ça l'a handicapé, parce qu'en plus, en termes de calendrier, ça correspondait à l'ouverture du early voting, donc il y a près de 100 millions d'Américains qui ont voté avant le 3 novembre, donc leur opinion était formée bien avant le 3 novembre, lorsque par contre, on peut l'admettre, Trump a fait une très bonne fin de campagne. Ces 2 dernières semaines, il a été extrêmement présent, extrêmement visible. Il a dévoré tout l'espace, mais c'était trop tard. Oui, mais il faut insister aussi sur le fait que Trump a fait une très bonne campagne. Il a surtout réhabilité paradoxalement la politique, puisqu'il a montré qu'en faisant des débats, on pouvait remonter. Et c'est vrai qu'à un moment où on le disait totalement dans les choux, totalement perdu, son omniprésence, juste après sa maladie, rappelons-le, hein, a donné ces lettres de noblesse à la politique, c'est-à-dire qu'on va parler aux gens, et finalement il y a quelque chose qui se passe. Et même si on peut critiquer le fait d'avoir fait des meetings en période de pandémie, d'avoir mis des gens ensemble, d'avoir rendu des gens malades, puisqu'il y a tout ça aussi qui existe. Sur le plan purement politique, c'était quand même finement joué, et je crois que ça participe de cette forte remontée, de cette forte mobilisation de son camp en fin de campagne, qui donne quand même ce superbe résultat. Bien Rappelons-le, sûr, bien sûr, 74 bien sûr, bien millions sûr. 200 000 électeurs. Il pourra dire je suis le président républicain qui a obtenu le plus de voix, même s'il fait aussi partie de ces présidents républicains désormais qui n'ont fait qu'un seul mandat. Alors, je voudrais revenir sur ta biographie, sur Joe Biden. Et donc, sa sortie en octobre 2020. Euh, Lorsque tu sors ce livre-là et que tu t'inscris sur les médias sociaux, et j'imagine aussi dans la promotion de ce livre-là, dans une certitude de la victoire prochaine de Biden, ça c'est pris comment? Ça se passe comment avec les médias français? Alors, c'est pas très bien accueilli, d'abord parce que la plupart des médias n'ont pas joué Joe Biden, ils ne connaissent quasiment rien à Joe Biden. On en discutait tout à l'heure. Tout le monde parle de Trump et de Trump toute la journée. Et c'est vrai que, sorti des 3-4 éléments que tout le monde connaît de Joe Biden, je le dis dans le livre, ce qu'on lit chez le coiffeur ou chez le dentiste, en tout cas aux États-Unis, et qu'on oublie aussi vite, les gens ne connaissent pas du tout cet homme. Donc on en reste à l'idée qu'il est là presque par hasard, en oubliant cette construction pendant 50 ans. Sa première élection, c'est en 70 quand même Ouais. si on fait référence à la première au Sénat en 72. Il a déjà été élu de terrain avant. La façon dont il bat Crowley au départ, qui est un immense bonhomme, être sénateur, il ne faut pas l'oublier aussi, c'est un poste immense aux États-Unis. C'est pas le député du coin qui est élu dans la mouvance d'un président parce qu'il a la même couleur. C'est vraiment un exploit qu'il réalise en 72. Et ensuite, avec les drames qu'il va connaître, il remonte à chaque fois et il occupe des postes, mais président de la commission de justice, président à 2 reprises de la commission des affaires étrangères, et puis finalement vice-président des États-Unis, dans lequel il va peser sur des textes très importants, la loi de finances qui permet de remonter après la crise de 2008, et puis l'Obamacare qu'il va aider à consolider, puisque c'est son réseau au Sénat qui permet de ramener ces voix républicaines qui vont valider ce texte. Donc c'est un homme extrêmement habile, extrêmement fort, qui a de grands réseaux
Et tout ça s'est passé complètement à l'as pendant cette campagne. Et c'est vrai que les journalistes français parleront très peu de ce livre parce que quelque part, ça les met en porte-à-faux. Et on n'a pas envie finalement de parler de Biden. On préfère en rester à ce côté, ouais, il est fade et il va rien se passer. Je crois au contraire que, comme il l'a dit pendant la campagne, puisqu'il nous a tout dit pendant la campagne pour ceux qui l'ont suivi, il va être un pont entre cette Amérique d'avant, celle que moi je suis depuis 30 ans, et puis celle qui va arriver et que mes jeunes collègues expliqueront dans les 30 ou 35 années qui vont venir, qui va totalement changer sous nos yeux, un petit peu comme celle que tu vois déjà à Las Vegas, puisqu'elle est déjà plus réelle, mais ce n'est pas le cas partout aux États-Unis encore, et c'est cette Amérique-là qu'aujourd'hui Joe Biden a préparée. C'est effectivement un pays en complète mutation avec des changements profonds, des changements démographiques, entre autres, qui vont devenir de vrais challenges électoraux. Surtout, je le dis assez souvent sur Twitter, pour les républicains qui vont devoir exister avec un pays plus jeune, avec des minorités multiples. Et je pense que ça va être extrêmement difficile pour eux, même s'ils vont s'en sortir en bout de route, mais ça va être difficile. Je voulais revenir 2 secondes sur ce décalage sur ce décalage avec les experts français. On en parlait un petit peu avant d'enregistrer. Et tu sais que j'ai été assez sévère, poli, mais assez sévère sur les médias sociaux lorsque j'en ai parlé. Moi, ça a été ma motivation à me relancer sur Twitter, à recommencer ces récaps, à répondre aux questions des gens, et puis maintenant à faire ce podcast. Ça a été de dire, ok, voilà, on peut faire mieux, à mon avis, et il y a un véritable décalage entre la réalité que je vois tous les jours, et que toi tu décris assez bien d'ailleurs, et ce que j'entendais, ce qu'on venait me partager. En fait, c'est ça, on est venu me partager sur les réseaux sociaux des émissions de plateau en France où non seulement de nombreux experts, à mon avis, passaient à côté, entre autres sur le traitement de Biden, tu fais bien de le dire, mais en plus de ça, plus grave, je ne sais pas si c'est de manière volontaire ou involontaire, reprenaient des talking points mis en avant, des points d'attaque de Trump. Il les reprenait quasiment in extenso pour les livrer comme si c'était une vérité. Et donc, lorsqu'on discutait avec des amis, la famille en France, mais aussi sur les réseaux sociaux, on me ressortait ces points-là comme étant une réalité. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement troublant. Est-ce que c'est une expérience que toi aussi tu as vécue? Oui, oui, absolument. Je ne cesse de le dire. C'est la propagande de Donald Trump qui s'est imposée, y compris dans les esprits de certains observateurs français. Alors, ça vient de 2 raisons. La première, pour certains, c'est de la pure propagande. C'est le cas avec Zemmour, avec qui j'ai débattu à plusieurs reprises. Mais lui est tellement dans la politique française que souvent, il traduit la politique américaine à travers son prisme français. Et donc, il se trompe. Mais bon, c'est un petit défaut de connaissance de sa part. Pour d'autres experts, je ne sais pas quelle est la motivation. J'ai entendu aussi, moi, ce qui m'a beaucoup mis en colère, c'est l'anti-américanisme que j'entends à travers l'idée que ces Américains sont tous des bleus, il faut quand même le Ouais. dire, qu'ils seraient descendus dans les rues avec leurs armes, qu'ils auraient mis le pays à feu et à Ouais. sang. Ce qu'on entend depuis 6 mois en France, sur beaucoup de plateaux, y compris des émissions dites prestigieuses à la télé française. Ça, c'est regrettable. Moi, je suis enseignant. J'ai fait ce compte Twitter ou d'autres comptes sociaux pour pouvoir prolonger mon cours, pour échanger avec mes étudiants, pour leur montrer qu'on trouve de la bonne information aussi sur Internet, y compris sur Twitter, sur Facebook ou d'autres réseaux. C'est pas le souci, mais on trouve aussi absolument n'importe quoi, et je ne cesse de corriger cette vision qui est à la limite dangereuse. Elle est dangereuse pour la pensée, elle est dangereuse pour les équilibres, elle est regrettable de la part de certains qui ont accès, comme moi, comme d'autres, aux médias, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le droit à ce moment-là, à mon sens, d'amener les gens vers une pensée qui est totalement erronée, parce que la plupart des gens nous croient, tout simplement. Ils nous considèrent comme experts et ils prennent notre parole pour argent comptant, pour certains sans la vérifier, et c'est bien dommage. On a le droit de se tromper, on n'a pas le droit de tromper les autres. Non, c'est clair. Et il y a eu aussi un phénomène extrêmement troublant, c'est que au-delà des experts, lorsque tu parles de propagande, pour la première fois, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça pour la première fois,
c'était un petit peu là déjà en 2016, mais en 2020, ça a été flagrant, le nombre de comptes francophones animés par des Français pro-Trump qui étaient extrêmement virulents sur les réseaux sociaux. Je publie une fois par semaine les chiffres des comptes que je bloque, et avant ça, c'était pas quelque chose que je faisais. Donc pour moi, ça a été même une décision difficile de me dire je vais bloquer ces comptes-là, mais je pense que j'en suis à presque 2800 comptes bloqués. Donc ce qui a été extrêmement troublant, ça a été cette apparition de comptes français pro-Trump extrêmement virulents, extrêmement organisés, qui publiaient avec une rapidité assez décourageante tous ces points qui étaient développés aux États-Unis, et qui ont complètement contaminé la, 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 le, l'image que l'on avait de cette campagne vue de France. Comment tu expliques que aujourd'hui des Français se sentent le besoin de venir sur les réseaux sociaux défendre la parole du président des États-Unis? C'est pas un paradoxe qui te choque? Alors c'est une question passionnante et troublante en même temps. Je dois dire, moi, mon expérience avec les Trumpistes ou avec l'extrême droite française, parce que souvent ça se rejoint, et ces derniers temps, j'ai tendance, moi, à faire un amalgame, alors que c'est pas toujours le cas, je dois dire, là-dessus, je suis un peu rapide, mais elle a été bonne, mon expérience, pendant 3 ans. J'ai pu discuter avec la plupart d'entre eux, y compris des Trumpistes très 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 à droite ou très fermés sur leurs idées, y compris le journal Dreuze, Radio Courtoisie, voilà, pour pas les nommer, des médias qui véhiculent cette parole, qui sont des vecteurs de référence pour la plupart des Trumpistes, et qui débattaient sur mon compte avec courtoisie, sans aucun problème, sans agressivité. Il y a eu un changement à partir du début des primaires, et en réalité à partir du moment où Biden s'est mis à être en tête dans les primaires, parce que Biden était le pire des candidats pour Trump. C'est vrai que c'était celui qui était au centre et qui lui volait cette possibilité d'élargir sa base. Le candidat aurait été plus à gauche, Trump aujourd'hui serait élu. C'est quasiment Non, c'est certain. certain, c'est certain. Et à ce moment-là, et à ce moment-là, il y a un glissement de toute cette base trumpiste française qui tombe dans l'agressivité. Alors le pourquoi, je crois que ça vient du fait qu'ils ont compris tout de suite que Trump était en train de perdre. Et moi, je le disais sur mon compte, donc j'étais un vecteur à éliminer puisque j'étais le messager. Et la deuxième composante qui est forte, c'est qu'en France, il y a quand même une radicalisation sur le plan politique, ou plutôt de la défiance des politiques, exactement comme on l'a connu aux États-Unis il y a 10 ans. Généralement, on dit ça arrive 10 ans après Oui. en France, et ça se vérifie encore une fois. C'est ce qui a conduit Trump au pouvoir. Et on a actuellement en France le même phénomène, avec un rejet de la politique, un manque de confiance dans nos dirigeants, quels qu'ils soient, hein, de droite comme de gauche, qui fait qu'aujourd'hui, certains se sentent totalement perdus, sont dans la défiance totale. Euh, ils sont troublés, il faut quand même le dire, et certainement ont peur de l'avenir. Et cette peur se traduit par énormément d'agressivité. Ça m'a conduit, moi aussi, à bloquer un grand nombre de comptes, certains avec un grand regret, hein, parce que je discutais encore une fois avec eux depuis très longtemps, et j'ai essayé de leur dire au début, changez votre message, enlevez-le. Quand ils me répondaient non, je ne l'enlèverai pas, je disais, vous avez le droit, mais moi, je ne vous garde pas sur mon compte, puisque c'est mon espace privé, encore une fois, réservé à mes étudiants. Je ne veux pas qu'il soit pollué par une propagande française ou politique française qui n'a rien à voir avec ce que j'essaie de faire. C'est un objectif pédagogique sur mon compte, et j'essaie de le garder comme tel. Non, bon, nous sommes d'accord sur la méthode, et c'est vrai que on doit se faire violence, et malheureusement, c'est ce que je disais, c'est que lorsqu'on est dans une théorie de la conspiration, ça ne perd jamais. Et donc il y a toujours une réponse, il y a une réponse à ton argument, et donc finalement au bout d'un moment on se rend compte qu'on perd énormément de notre temps, qu'on vient en fait on rajoute du bruit au bruit, parce que lorsqu'on va argumenter sur un point, et ça m'arrive déjà des fois, j'ai la tentation. Aujourd'hui, j'ai mis en avant sur le fait on expliquait que le frère du responsable du scrutin
en Géorgie travaillait pour la Chine, alors que le gars n'a pas de frère. Donc ça devrait s'arrêter là. Mais tu vas dire ça, à partir de ce moment-là, on va dire oui, mais, oui, mais, oui, mais, et ça finit jamais parce que on te réclame un débat, mais il n'y a pas d'intérêt, il y a pas d'intérêt pour le débat. Donc c'est une situation assez stérile. Et donc au milieu de ça, on a les gens qui essayent de comprendre et ils sont submergés. Quand en début d'émission, tu parlais de la manière dont Trump avait réussi à occuper tout l'espace médiatique, aujourd'hui, Trump et ses idées occupent tout l'espace sur les réseaux sociaux aussi. Sur Facebook, c'est flagrant, Ouais. sur Twitter aussi. Moi, j'ai un exemple, comme tu le donnais, hein, André Berkoff sur un plateau explique pour me contredire que Joe Frazier, donc le boxeur très connu, a voté en Pennsylvanie alors qu'il est mort en 2011. C'est un fake. Mais on ne peut pas, quand on est sur un plateau, systématiquement répondre non, c'est faux. Il va me dire mais oui, c'est vrai. Et je vais dire non, c'est faux, mais oui, c'est vrai. On n'en sort pas. Non. Donc dans ces cas-là, on finit par se taire et à laisser passer l'information. C'est très compliqué parce que des informations comme ça, il y en a des milliers chaque jour sur des petits détails qui sont visiblement sans importance, qui sont tous faux, mais mis les uns à côté des autres, certains finissent par se dire que leur conspiration dans laquelle ils se sont enfermés, elle a forcément une base véridique, puisqu'il y a autant de détails et que tout ça, encore une fois, ça les trouble beaucoup. C'est ça la force aujourd'hui de cette nébuleuse conspirationniste qui est réelle. Le Trumpisme, ce n'est pas que du conspirationnisme, je ne suis pas en train de dire ça, mais il y a aussi cette base conspirationniste qui l'entretient et qui nous entraîne dans un cheminement, comme tu le disais, à un moment, on ne sait plus comment répondre ou même s'il faut répondre. Non, non, et tu as raison. Le Trumpisme, ce n'est pas que ça. Il faut pas être réducteur. Mais aujourd'hui, c'est peut-être l'aspect le plus visible de la chose. Puisqu'on parle de Trump et on se rapproche de la fin, je vais bientôt te laisser. Une fois encore, je te remercie de ta générosité et du temps que tu nous donnes. Donc tu suis ça, il y a eu mes récaps sur Twitter, il y a maintenant la chute en podcast Il y a eu qui... tes formidables récaps sur Twitter. Oui, merci, qui ont posé pas mal de problèmes sur mon rythme de sommeil, on va dire, parce que ça prenait énormément Ah, de bon, on temps. imagine Tu bien. sais, je suis un artisan comme toi, donc je faisais ça sur mon iPhone. Et donc voilà, il y en a eu 41 et à la fin, j'étais complètement épuisé. Et puis, comme je suis un petit peu, je sais pas, un petit peu fou, 2 jours après, je me suis dit, ah bah tiens, maintenant on va faire un podcast. Donc voilà, mais bon, parenthèse, euh, cette situation que nous vivons aujourd'hui, et je ne te demande pas de rentrer dans les détails, mais ce que nous vivons depuis le 4 novembre, avec les événements, le fait que les grands électeurs ont été validés, tout ça, et on n'en est toujours pas terminé, tu en penses quoi? Ça va se terminer comment? Quelle est la motivation de Trump? Ou quelles sont les motivations de Trump à continuer aujourd'hui à nier l'évidence et à, en coulisses, apparemment, tenter de trouver des solutions pour rester à la Maison Blanche. Alors, sur le plan institutionnel, c'est terminé depuis le 4 novembre. Moi, j'ai marqué le 4 novembre, Joe Biden est le 46e président, ce qui m'a valu là aussi un torrent de boue qui m'est tombé dessus. Attendez, attendez, c'est pas à vous de décider, mais c'est pas moi qui ai décidé. C'était les électeurs américains. Ouais, Donc, sur le plan institutionnel, c'est fini. Tous les recours ont montré, on est monté là, on en est à 61, je crois, au dernier comptage, si je ne me trompe pas, si j'en ai pas ouais, c'est à oublié. peu près ça. Ouais. Ce sont des procès perdus par le camp Trump. On ne compte même pas les recours qui ont été amenés par des républicains indépendants et très Mhm. souvent financés par des sous-groupes qui sont autour de ce camp Trump. Bien sûr, ça ne va nulle part. Le fait que les certifications se soient achevées dans les États et dans les temps, il faut quand même le dire, et c'est un petit exploit parce que ça n'arrive pas à chaque fois, et le fait que le collège électoral est certifié veut dire que c'est terminé. Au Congrès, la majorité démocrate, donc il ne peut rien se passer, je parle de la Chambre des représentants. Du côté du Sénat, Mitch McConnell a déjà traité de crétin ce qu'il voulait faire autre chose, Ouais. de dingue, et il a dit crazy, mais ça ira nulle part non plus.
la manifestation qu'il y aura dehors va vite s'éteindre. De toute façon, Washington sera quadrillé ce jour-là. Le 6, on s'arrête. Maintenant, sur le plan politique, Trump nous a quand même montré qu'il était un orfèvre pour pouvoir créer une dynamique. Qu'est-ce qu'il vient de faire? On se focalise sur les millions de dollars qu'il vient de réunir. En réalité, on devrait se focaliser sur le groupe qui vient encore de renforcer. Parce que ces fans qu'il a créés pendant 4 ans sont désormais complètement dans une mouvance dont ils ne sortent pas. On a parlé de conspirationnisme, on aurait pu parler de cas réflexe, dans lequel, quoi qu'ils disent, ils le suivent. S'il dit blanc, c'est forcément blanc. Si 2 secondes après, il dit « je me suis trompé, c'est noir », ils vont dire « nous nous sommes tous trompés, c'est forcément noir ». Oui. C'est ça le côté gravissime, dans lequel il n'y a plus de mode de pensée individuel. Ceux qui le suivent n'arrivent plus à penser par eux-mêmes. Et c'est plutôt ça qui, encore une fois, c'est l'enseignant qui parle, qui doit nous interpeller. Parce que il n'y a pas que des crétins parmi eux. Il y a beaucoup de gens qui sont juste dans un groupe et qui se laissent emporter, qui souvent le font contre leurs propres idées profondes sur le plan institutionnel, puisque le fait de voler des voix à des électeurs, par exemple, la plupart d'entre eux sont contre. La plupart d'entre eux étaient des gilets jaunes, sont des gens qui pensent que sur le plan individuel, ils comptent et que leur voix compte, et qui devraient donc s'élever contre tout cela. Mais Donald Trump, en créant ce groupe, a surtout cherché à dynamiter le Parti républicain. Et c'est ce qu'il nous montre là, notamment avec le veto qui vient d'opposer contre la loi budgétaire de l'armée, parce qu'il oblige désormais les républicains à se positionner pour ou anti-Trump. Et ça, c'est vraiment un moment qui va être charnière pour moi, ce vote qui aura lieu la semaine prochaine, parce que si les républicains votent pour Trump, ils vont empêcher la mise en place du programme militaire, l'augmentation des soldes, même la distribution des soldes à la fin de l'année. Et s'ils votent anti-Trump, ils vont dynamiter le Parti républicain qui va se retrouver coupé entre plusieurs franges. Et ça fait le lit de Donald Trump qui va nous annoncer une candidature pour 2024, qui va essayer de tenir et de piloter un groupe d'électeurs qui décidera de ce qui va se passer pendant les 4 ans à venir. Bien sûr, des élections chaotiques en 2022 du côté républicain, puisqu'il y aura des extrêmes contre des modérés partout. Ouais. Et c'est ça le véritable enjeu. Au soir de ces élections, on pourra dire ce que va être 2024, à savoir si Donald Trump pourra se présenter ou pas. On ne peut pas le dire aujourd'hui. Ce sera vraiment en voyant ce qui va sortir de ces primaires. Pour ma part, je crois que ça va être très difficile à piloter, mais il nous a montré qu'il en avait en tout cas la force et l'audience. Et ce qui est le plus inquiétant, à mon sens, c'est la réponse des médias, qui est toujours hyper réactive à tout ce que fait Donald Trump. Et c'est là où, pour moi, est le vrai enjeu. Est-ce que les médias vont continuer à lui donner la même audience une fois qu'il sera parti? Parce que si c'est le cas, alors il sera à nouveau président en 2024. Oui, et en fait, il faut le reconnaître. Je parle pour moi et je ne sais pas si c'est le cas chez toi, mais aujourd'hui, moi, ça m'excite plus de voir ce qui va se passer au niveau du Parti républicain, ce qui va se passer. Je partage complètement ton analyse sur cette mouvance Trump qui a la capacité d'avoir une base motivée qui va le suivre avec des candidats en 2022 qui seront trumpistes contre des candidats plus modérés. Donc, ça m'intéresse plus de suivre cette évolution de la droite américaine partagée entre 2 mouvements extrêmement forts que malheureusement les 100 premiers jours de Biden, même si les 100 premiers jours de Biden auront plus de conséquences sur ma vie en tant que citoyen aux États-Unis. Tu comprends ce que je veux dire, mais la réalité, et je ne vois pas aujourd'hui lorsqu'on me dit « ouais, mais les journaux n'en parleront plus, lorsqu'il va partir, c'est terminé », j'ai dit « non, c'est une erreur ». Trump, c'est un sujet qui fascine, qui fait vendre aussi, il faut le reconnaître. Les audiences de chaînes de télévision, CNN, MSNBC, Fox News, tout ça, n'ont jamais été aussi bonnes qu'avec Trump. Et il sait, il le dit d'ailleurs. Le Washington Post se vend bien, le New York Times, pareil. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait à son départ. Ça va continuer. C'est ça le véritable enjeu, mais en réalité, on est tous piégés là-dedans. Moi, je regarde sur 10 tweets publiés ce matin, 8 sont sur Trump, 1 sur Noël et 1 sur les chocolatines. Donc, on est quand même très fortement dans du Trump.
effectivement ce qui motive les gens, y compris ceux qui disent Stop Trump. Ouais, on ne parlera pas du débat pain au chocolat et l'autre ineptie que tu viens de dire. On ne Il n'y parlera a pas de ça. aucun débat, puisque bien évidemment, ça fait partie de la gastronomie française et ça s'appelle bien véritablement une chocolatine, comme tu le sais. C'est comme ça d'ailleurs qu'on l'appelle au casino Le Paris, que tu peux aller visiter très facilement de chez À toi. Las Vegas. Mais bon, c'est pas trop la bonne période pour y aller. J'ai une dernière question pour toi. J'ai vu ce matin sur ton compte Twitter, un compte que je recommande à tous mes auditeurs et abonnés de suivre, que tu annonçais que tu préparais un nouveau livre, c'est ça? C'est ça, Mhm. oui. Ouais, ouais. Euh, je vais pas te forcer à répondre, mais je vais juste dire quelque chose. Peut-être je me trompe, mais au moins on le gardera. J'ai comme le sentiment que ce prochain livre, ben, il sera exactement le sujet dont on vient de parler, qui est cette transformation du Parti républicain, de Trump, avec objectif 2022-2024. Voilà. Je te demande pas de me dire oui ou non, Eh mais bien, moi, je vais même t'en dire plus. En réalité, j'écris sur la prépondérance des femmes aujourd'hui en politique, avec l'avènement au plus haut sommet de l'État, puisque désormais il y a une vice-présidente, que donc la dernière marche reste à franchir. Mais surtout, ce qui n'a pas été du tout commenté et qui est très injuste, c'est que c'est le Parti républicain qui a fait le plus grand effort dans ces élections pour faire avancer les femmes. On en avait beaucoup parlé en 2018 au Parti démocrate. Désormais, ce sont les républicains qui ont placé beaucoup d'élus, eux, puisque ça continue à monter au Congrès, dans les deux chambres. Et je crois que c'est un mouvement inéluctable qui va perdurer et qui m'intéresse terriblement parce que ça préfigure effectivement cette société de demain. oui, et on le voit, tu as complètement raison, on le voit au niveau local, où en fait les tendances souvent naissent à ce niveau-là, donc c'est souvent extrêmement intéressant de suivre les élections, que ce soit pour un conseil scolaire ou pour devenir maire d'une ville ou d'une agglomération. On se rend compte il y a une implication de plus en plus forte des femmes, et c'est tant mieux. Et effectivement, la vice-présidence de Kamala Harris ouvre ça, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde aujourd'hui au niveau du Parti républicain, il y a cette tendance-là aussi, elle existe, et il y a des profils qui sont intéressants et qui pourquoi pas, on verra en 2024, on va pas lire dans la boule de cristal, mais qui, si Trump ne se présente pas en 2024, Bien pourrait sûr, avoir une place. bien sûr. C'est même ce à quoi je pense. Je pense qu'en 2024, on pourrait même avoir une élection totalement inédite avec une femme de chaque côté, qui donc donnerait forcément une victoire d'une femme à la présidence. C'est peut-être ça le vrai enjeu à venir. Oui, nous sommes d'accord. Ben, en tout cas, Jean-Éric, je tiens à te remercier une nouvelle fois. Peut-être on se refera ça parce que j'avais encore un million de questions, mais là, je pense que ça doit faire 45 minutes qu'on se parle, mais c'est vraiment passionnant. Tu as vraiment cette habilité à rendre des choses extrêmement complexes, simples, et donc, ça, c'est formidable. Moi, je suis client de ça. Je sais que les gens qui te suivent aussi. Donc voilà, donc je vais te souhaiter une bonne fin d'année et puis on va se retrouver sur les réseaux sociaux. Et peut-être même que la prochaine fois, c'est moi qui pourrais te poser des questions, car il faut dire que tu as aussi l'art de rendre les choses simples et bigrement intéressantes. Ton compte, moi, je le recommande sans cesse et il faut absolument aller le voir et s'y abonner. Et moi, je te souhaite d'excellentes fêtes pour toi, pour ta famille, pour tous les habitants de Las Vegas, du Nevada et des États-Unis et bien sûr de France aussi, puisque je sais qu'on est écouté partout. Voilà, à très bientôt. Merci, au revoir.